Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Comme chaque semaine, nous allons décortiquer l'actualité de l'OGC Nice en compagnie des journalistes du service des sports de Nice Matin. Autour de la table cette semaine, William Ambercé. Salut Will. Salut Mika, salut à tous. Antoine Delgoulet, salut Antoine. Salut Mika, salut à tous. Et le retour de la légende, Philippe Camps. Salut Philippe. Bonjour. Notre invité cette semaine a porté les couleurs rouge et noir avant d'endosser le costume de directeur sportif. Roger Ricor est avec nous. Salut Roger. Salut. Tout va bien? Merci d'être avec nous sur le plateau de Gym Tonic. Avec toi, nous allons revenir sur cette crise de résultats que traverse le gym, surtout après l'humiliation subie à Lens dimanche dernier. La faute à Christophe Galtier, aux joueurs. Nous en débattrons tout au long de cette émission et nous nous projetterons bien sûr sur les deux matchs à venir. Lorient d'abord dimanche et mercredi le derby face à l'AS Monaco. Sans oublier bien sûr nos rubriques habituelles, le pour-compte, le Zap Gym, l'indiscrétion de la semaine, le souviens-toi de Philippe Camps autour du derby et en fin d'émission vous pourrez une nouvelle fois gagner un superbe cadeau. Mais avant cela, mon cher Will, honte, humiliation, fessée, on n'a pas les mots pour décrire peut-être ce match face à Lens dimanche dernier. Que s'est-il passé à Bollaert? Une catastrophe, surtout qu'on la voyait pas venir. On voit la première mi-temps qui est plutôt cohérente, une animation offensive qui fonctionnait plutôt bien, des occasions. Et puis peut-être que le fait de rater ces occasions à 11 contre 10 en plus a un peu démobilisé les joueurs et peut-être ils ont vu ils senti que le match était peut-être un peu facile pour eux dans le sens où ça allait être encore une attaque-défense en deuxième mi-temps. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça a été une catastrophe au niveau défensif. Lens qui était complètement passé à côté de sa première période a en revanche fait une très belle deuxième période. Et puis voilà, c'est prendre 3 buts pour la meilleure défense en une mi-temps, c'était jamais arrivé. Puis c'était un moment charnière en plus avant le sprint final, donc franchement c'est beaucoup d'incompréhension face à cette prestation insipide en deuxième période. Roger, ça vous a surpris ce 3-0 encaissé à Bollaert? Tout à fait, surtout quand on voit le déroulement du match, comme il disait William, mais ça fait partie des... Après, au bout d'un quart d'heure, on est à 10 contre 10, c'est déjà plus la même chose. Mais je pense que plus que le jeu, c'est vrai que c'est une attitude qui a un petit peu été décevante. Et je crois que Christophe l'a dit, Galtier, tout de suite, quoi. Ça manquait de générosité, d'effort, Voilà. Ouais, on n'a pas reconnu l'équipe, ça arrive. Hein. Ouais, et d'ailleurs, Christophe Galtier, on va le voir, il a qualifié ses joueurs de touristes après la rencontre. On va voir la déclaration du coach niçois après ce match. Tu étais, Will, Nice a joué une équipe de Lens avec de vrais compétiteurs et Lens a joué une équipe de Nice où des joueurs sont venus en touristes. Antoine, c'était les touristes à Bollaert, l'OGC Nice? Alors, peut-être oui, en deuxième mi-temps, les touristes, mais moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps. Parce que effectivement Nice a été complètement transformé. Alors faut peut-être que Galtier parle de touristes, mais lui peut-être faudrait aussi peut-être se remettre aussi un petit peu en cause. On va en parler. Voilà, parce que parce que c'est bien de taper sur les joueurs. Il avait déjà tapé sur les joueurs contre Rennes aussi. Voilà. Et puis j'ai quand même l'impression que Francaise a donné une leçon tactique à Galtier en deuxième mi-temps. Puisque même à 10, Lens a vraiment dominé le match. Bon, certes, ils sont restés qu'un quart d'heure à 11 contre 10 en deuxième mi-temps, mais il y avait déjà 2-0, et l'entrée de Kalimundo a fait beaucoup de mal. Bon, moi je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos des joueurs, et je pense que Christophe Galtier a sa part de responsabilité. Pourtant, Philippe, après avoir encaissé ce premier but, et ce deuxième but assez rapidement, on n'a pas senti de révolte dans cette équipe niçoise, à ce moment-là. Oui, après, je suis un peu d'accord avec Roger, ça arrive, je ne dirais pas que c'est la thèse de l'accident, mais c'est des matchs... c'est difficile d'expliquer l'inexplicable. Et Galtier a dit ça en fin de match et je suis un peu d'accord. Après, c'est vrai que ça a été une totale déception et que le constat d'échec, il est total et que le verdict est consternant surtout. Verdict consternant pour cette rencontre. Et on a posé la question cette semaine en conférence de presse à Morgan Stenderlin, le milieu de terrain de l'OGC Nice, sur cette histoire de touriste. Donc, est-ce que les Niçois étaient allés en touriste à Lens? Écoutez la réponse du milieu de terrain du gym. Vous savez, le coach, il a assez d'expérience pour savoir trouver les bons mots, que ce soit avec nous ou dans les médias, pour nous piquer et pour nous faire rebondir. Nous, on peut pas laisser... tous les joueurs de foot ont un ego, bien sûr, mais l'ego doit être utilisé de bonne façon pour réagir.
Et on doit accepter, parce que c'était vraiment une deuxième mi-temps qui n'était pas acceptable. Donc on doit accepter ces critiques, mais utiliser ces critiques dans le bon sens pour réagir. Les mots de Morgan Schneiderlin après avoir été qualifié de touriste, même s'il n'a pas joué, lui, Morgan Schneiderlin, pour le coup, donc il n'est peut-être pas responsable de cela non plus et de cette défaite à Lens. Alors Antoine, tu l'as un petit peu évoqué déjà, mais est-ce que la responsabilité de Christophe Galtier est engagée sur cette rencontre et sur les mauvais résultats que traverse l'OGC Nice? Est-ce la fin de l'état de grâce? Antoine, là, tu peux t'exprimer pour Christophe Galtier. Pour moi, clairement, c'est la fin de l'état de grâce. Maintenant, je pense que c'est à lui maintenant, il est un peu dos au mur, Christophe Galtier. C'est à lui de prouver que c'est le meilleur entraîneur de Ligue 1. C'est à lui de prouver que Ineos l'a fait venir pour jouer l'Europe. Donc maintenant je pense qu'il est un peu dos au mur et que maintenant il connaît très bien ses joueurs, il n'y a plus trop d'excuses, tous les postes sont doublés, il a un effectif conséquent. Donc maintenant c'est à lui de jouer, on attend Christophe Galtier maintenant au tournant. Roger, on l'attend au tournant. Christophe Galtier, c'est le mot dur prononcé par Antoine Delgoulet, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Nice est 5e de Ligue 1 et qualifié pour la finale de la Coupe de France. Exactement, et puis je crois qu'on ne peut pas faire tout en un an. Alors c'est vrai qu'avec ces 5 victoires, je crois qu'on a fait 5 victoires d'affilée en début d'année. C'était l'état de grâce. Il n'a jamais fait le malin, il n'a jamais dit que Nice allait finir 2e. Il doit être bien au courant qu'il y a des manques dans cette équipe, tout le monde les voit aussi. Je pense qu'au contraire, il faut rester tranquille, parce que si Nice finit 5e et gagne la Coupe de France, ce qui est encore possible, je pense que ça sera une bonne saison pour Christophe Galtier et pour les joueurs. Oui, mais ça c'est si Philippe, Nice finit 5e et gagne la Coupe de France. Mais là, la dynamique, elle n'est pas bonne malgré tout. Alors c'est la faute du coach, c'est la faute des joueurs qui est responsable. C'est difficile, c'est difficile de cibler un plus que l'autre. Après j'ai écouté Antoine, c'est vrai qu'il y a un fond de vérité dans ce qu'il dit, mais est-ce qu'à un moment, on n'en a pas trop fait sur Nice quand ils étaient 2e, 3e Ici, jamais. On les a peut-être vus trop haut, trop beau, et maintenant on les voit trop bas. Alors on les a montés, maintenant on les fracasse. La vérité elle est peut-être au milieu. Je sais pas. Moi quand ils étaient 2e, j'étais pas époustouflé par ce qu'ils faisaient. Et maintenant j'ai pas envie non plus de dire que tout est à jeter, quoi. Donc Will, tu le sens comment là, le coach en ce moment? Ouais, le coach, il est dans les clous, c'est-à-dire que lui, il n'est pas non plus catastrophé, mais je pense que c'est dans l'attitude de ces joueurs de deuxième mi-temps qu'il a été déçu. Après, les difficultés, il les a depuis plusieurs semaines. L'équipe n'arrive plus à marquer de but. Donc, il a changé d'animation offensive. Donc, il sait que tout ça est un peu compliqué. Il y a une certaine transition, en fait, qui se passe aujourd'hui dans son équipe. Mais voilà, c'est l'attitude, peut-être, qu'il a vraiment surpris. C'est pour ça qu'il a eu des mots forts. Parce qu'autant il perd, ça existe. Mais de cette manière-là, c'est peut-être ça qui lui reste en travers de la gorge. Il a cité la défaite contre Strasbourg 3-0 à domicile pour rappel un peu d'une passade aussi difficile. L'équipe avait su rebondir derrière. Il attend la même réaction dimanche. Oui, mais si on se souvient du match contre Rennes, Nice mène 1-0 à la 67e minute. Il fait ses changements et là, il n'y a plus rien qui marche. Donc ça veut dire, c'est pour ça aussi qu'on se pose peut-être la question de la fin de l'état de grâce. Est-ce que la chance qui pouvait un peu aussi sourire à cette équipe de l'OGC Nice, dans ses changements, dans son coaching, elle l'a un petit peu abandonné sur ces derniers matchs? Ouais, un brin de chance, c'est sûr qu'il n'y est plus, parce que quand on se souvient par exemple du match contre Lyon, où il fait des 3 entrées, les trois entrées en marque, entre Guessant, Attal, c'était le feu. Voilà, ça peut pas fonctionner à chaque fois. Et pour Rennes, on en avait parlé, c'était vraiment une question d'individualité. L'entrée de Guessant, l'entrée de Boudaoui, c'était une catastrophe. Donc de Stangs. Donc ça, Galtier, qu'est-ce qu'il peut y faire quand c'est pas lui qui est sur le terrain? Donc à part piquer un peu l'orgueil de ses joueurs, Guessant, il a relancé direct contre Lens, et au final, Guessant, il fait pas une première mi-temps affreuse. Donc voilà, c'est les leviers qu'on va voir si dimanche, son groupe réagit encore face à son coach. Après, juste pour revenir et pour aller un peu dans le sens d'Antoine, c'est vrai que contre Rennes, moi je trouvais que Rennes avait mieux joué au foot que Nice. Donc on fait un partout, mais quelque part, après, c'est un nul, normal, logique, tout ça, mais dans le foot, dans le jeu,
On n'avait pas été supérieur à Rennes, je pense pas, même au contraire. Et après, il y a eu ce 3-0 à Lens. Mais c'est un reproche un petit peu, Roger, qu'on fait à cette équipe de l'OGC Nice. Cette saison, certes, elle est dans le haut du classement en finale Coupe de France, mais peut-être sur le jeu, c'est pas non plus, comme on l'a dit, cette équipe de Rennes. Bon, on parle pas du Paris Saint-Germain, évidemment, mais ça joue peut-être un peu moins bien que les autres, quoi. Ben, on parle d'un moment. C'est ce match-là, on est juste à la fin d'un match où on n'a pas compris, parce que c'est vrai que c'est dur à analyser ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Je pense que Christophe, il a dû revoir le match plusieurs fois. Et quand on parle d'attitude, c'est vrai que c'est pas l'entraîneur. Mais je rappelle quand même qu'on parlait d'état de grâce, mais on a perdu 4 fois à domicile contre des petites équipes. Et que Nice, 5e, en ayant fait ça, on doit battre Rennes, on n'y arrive pas. On doit battre Lens, on n'y arrive pas. Là, si on perd à Monaco, par exemple, à un moment donné, il faudra accepter d'être 5e, et sans qu'il y ait Lyon, et sans qu'il y ait Lille, et sans qu'il y ait Monaco qui se rapproche. Mais être dans les 5 premiers aujourd'hui, Galtier ou pas Galtier, il faut... c'est difficile. C'est quelque chose que tu n'as pas beaucoup connu, toi. Moi, je pense on met trop Nice avec Galtier. Ça va, c'est un entraîneur, c'est un très bon entraîneur, il a eu des résultats partout. Mais déjà, il est hors de question de le remettre en question, non, pour moi. Alors là, c'est pas le cas non plus ici. Mais voilà, il y a une fin de championnat à gérer. Quand on met la pression comme ça sur des joueurs, par exemple comme Gouiri, on le sent nerveux. Il était nerveux à 10 Lens, contre 11. On sent qu'il force pour essayer de marquer. Parce que tu as 22 ans, on se calme parce que tu as déjà des chiffres exceptionnels en Europe. Il y a des grands clubs qui déjà, je pense, le veulent. Il y a trop de pression autour de cette équipe, je sens, en ce moment. Et oui, parce qu'il y a aussi une finale de Coupe de France à aller gagner également. Et c'est peut-être pour ça aussi d'où vient la pression. Alors, parmi les choix forts de Christophe Galtier, depuis 2 matchs et demi, on va dire, puisqu'on compte la deuxième mi-temps face à l'OM, c'est la volonté d'aligner ensemble 4 joueurs à vocation offensif. Résultat, 2 défaites, un nul. Faut-il donc s'entêter avec cette tactique ? Eh bien, c'est notre pour-contre de cette semaine. Et oui, on va commencer par toi sur ce pour-contre. Faut-il s'entêter avec les 4 joueurs offensifs ? C'est simple, si on veut être européen, s'il faut aller chercher ce top 5, voire plus haut, il faut marquer des buts, il faut aller à l'attaque, on va pas attendre que ça se passe. Rennes le fait très bien, je vois pas pourquoi avec l'effectif qu'il y a, ça va pas se décanter à un moment donné. Et puis il y a une finale aussi à aller gagner, une dynamique à construire, donc il faut marquer, il faut y aller. Antoine ? Alors moi c'est contre, parce que en fait, les attaquants, c'est bien de les aligner, mais c'est pas pour ça qu'on va marquer plus de buts. Et puis j'ai fait j'ai repris toutes les compos, les 11 depuis le début de la saison. Nice a joué 4 fois avec 4 offensifs dans le 11. Donc pour un total de 3 défaites et un nul, 1 but marqué, 8 encaissés. Donc je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que Christophe Galtier, Roger, s'appuie normalement sur cette assise défensive depuis le début de la saison. Et là, change un petit peu tout à la fin. Ça perturbe peut-être un peu les joueurs, ça perturbe la tactique. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas Christophe Galtier ou ça. C'est que quand vous alignez 4 joueurs offensifs, vous êtes proche du déséquilibre. Parce que ça ressemble à du 4-2-4. Et ça met peut-être en valeur des lacunes défensives qu'on ne voit pas quand il y a plus de couverture au milieu, plus de travail qui est fait au milieu. Mais il n'y a que lui qui peut sentir son groupe. Peut-être il a besoin de faire ça en ce moment pour, je sais pas, se priver d'un Dolberg aussi. À un moment donné, on pense que ça peut marquer 2 ou 3 buts par match, un Dolberg. Et après, le dernier truc, c'est que je dis, on peut démarrer avec 4 joueurs. Et puis, dans toutes les équipes du monde et dans tous les matchs du monde, il y a des changements à l'heure de jeu et on peut finir avec un autre système. On peut démarrer comme ça. Mais la première mi-temps de Nice-Lens lui donne raison. C'est vrai, ça fonctionne avec un Justin Kluivert à droite, un Amine Gouiri plutôt offensif sur le côté gauche. Philippe, qui t'a convaincu sur ce coup-là ? Eh ben... moi j'aime bien 4 attaquants, c'est tentant, c'est super, c'est le romantisme, c'est le foot comme j'aime, c'est le passé, et Dieu sait si j'aime ça. Mais je vais donner le point à Antoine, parce que je trouve que là en ce moment, mettre 4 attaquants, c'est peut-être empiler un petit peu les joueurs. Moi je me souviens, je vais raconter une anecdote, mais de Biekovic, Nice en Coupe de France en 88. Contre Sochaux, ils gagnent 2-1 au Ré.
et ils vont à Sochaux. Et dès le début de la semaine, je vais voir Nenad Bjekovic, qui était entraîneur. Et je sais que le lundi, il m'avait donné l'équipe. Et il m'avait dit, je vais jouer à Sochaux avec 4 attaquants. Djelmas, Bokandé, Ndjoro, Kurbos. Donc j'ai dit, ils sont qualifiés, quoi. À l'arrivée, ils n'ont pas eu une occasion de but à Sochaux. Défaite 2-0, élimination. Avec donc 2 buts depuis de Madar. 4 attaquants, je me dis que ça ne marche pas à tous les coups. Ouais. Et le point va donc à Antoine. Antoine, pour conclure. Ouais, moi je disais que après c'est pas dans le sprint final qu'il faut se mettre à jouer avec panache. Hein. Pour l'instant il y avait une formule. Je sais pas, tu attends alors que le championnat se finisse et puis tu verras où tu es à la fin. Non, mais on avait une formule qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant. Il n'y avait pas de panache, mais ça fonctionnait plutôt bien, les résultats étaient là. Ouais, ça commence à se gripper un peu la machine quand même. Hein. Mais il y a la victoire contre le Paris Saint-Germain dans cette configuration-là. Il y a la victoire contre le Paris Saint-Germain, il y a la victoire contre Marseille en Coupe de France, avec seulement 3 offensifs. Qui était avec panache, la victoire avec Marseille en Coupe de France. Hein. Donc moi, je ne suis pas convaincu. Mais après, peut-être que je me trompe, j'espère me tromper. Hein. Ça dépend peut-être aussi du niveau des joueurs, parce que si Justin Kluivert et Amine Gouiri sur les côtés sont au top, et si Andy Delors marque un petit peu plus de buts, si Casper Dolberg répond présent, ça peut fonctionner. Ben, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on ne parle pas de 4, sans lui manquer de respect, 4 Evan Guessant. C'est un jeune, donc on ne va pas attendre beaucoup d'Evan Guessant. Mais quand on parle de Casper Dolberg, d'Andy Delors, d'Amine Gouiri, de Justin Kluivert, de Calvin Stengs qui arrive derrière aussi, je veux dire, il y a de la qualité. Et à un moment donné, c'est oublié que ça va se décanter, cette situation. Ouais, mais oui, il serait temps, il ne reste plus que 7 matchs. Les automatismes, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas là. Et il a eu toute une saison pour les travailler. Il a travaillé avec un autre système ces derniers temps. Là, les joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus dans ce nouveau système à 4. Le débat est chaud, Roger. Ça donne un peu ça comme impression, mais je pense que, par exemple, quand on a dit on a la meilleure attaque du monde, Benzema, Mbappé et Griezmann. On s'est fait éliminer piteusement, ils n'arrivaient pas à se faire une passe, et puis aujourd'hui, ils arrivent à se faire des passes, et puis ça a pris quelques matchs. Alors le débat, c'est, comme dit William, est-ce qu'on tente le panache, ou on fait, comme il dit Antoine, faisons avec ce qui marchait bien. Ouais. Mais ça, bon, à mon avis, s'il y en a un qui sait ce qu'il doit faire. Ça, c'est certain. Et on se mettra jamais à la place de Christophe Galtier, bien entendu. De toute façon, tout à l'heure, on parlera de la compo probable, Will, face à Lorient. Mais pour l'instant, on va ouvrir le dossier Dante, messieurs, malgré tout, parce que il faut bien 3 cartons rouges pour Dante sur ces 5 derniers matchs joués. Là, vous le voyez, c'est pour tous les matchs de la saison. 5 cartons jaunes, 29 matchs joués et 3 cartons rouges. Mais surtout, Will, 3 cartons rouges sur ces 3 dernières fautes. Qu'est-ce qui se passe pour Dante ? Alors autant les 2 premières, c'était sévère, le pire c'était à Montpellier, mais autant celle-là, elle est justifiée. Et je pense qu'au-delà des 3 dernières fautes successives, c'est surtout, ce carton rouge incarne même la nervosité d'un Dante, qui, avec son expérience, avec son vécu, même lui à Lens, à la 90e, en avoir pris 3, ça lui a joué dans la tête, et puis il s'en va envoyer ce tacle qui est assez violent. Donc c'est un peu l'incarnation d'un vestiaire avec des cadres qui naviguent un peu, qui flottent un peu. On voit Lemina aussi qui a pris un rouge stupide. Voilà, ça incarne une passade difficile. C'est de la nervosité, Antoine, dans cette équipe de l'OGC Nice. Là, elle voit qu'il n'y a plus rien qui fonctionne bien. On est un peu plus nerveux ? Comme a dit William, là, je suis complètement d'accord avec lui sur ce coup-là. Ah, enfin, on les a réconciliés. Non, parce qu'à 3-0, Dante, 38 ans, avec l'expérience qu'il a, faire ce geste inutile, parce qu'au pire on prend un but, ça fait 4-0, ça change pas grand chose. Là il est suspendu 2 matchs, enfin ça prouve déjà qu'il était nerveux, qu'il était fatigué, et heureusement qu'il n'en a pas rajouté ensuite peut-être parler à l'arbitre ou pester, parce qu'il aurait pu après pas jouer la finale de la Coupe de France, hein. Donc mais oui, ça prouve une nervosité, c'est clair. On l'avait jamais vu comme ça, peut-être, Roger. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que Gouiri était très énervé sur les dernières actions avant la fin de la première mi-temps, et Dante a dû passer 5 minutes à le calmer, à aller empêcher Gouiri de dire n'importe quoi à l'arbitre. Il l'a amené jusqu'au... C'est pas à lui à faire ça. Il est capitaine, pourtant. Voilà. Après, quand vous prenez 1, vous prenez 2, vous prenez 3 à Lens, là-dedans, il y a... Là, je pense qu'on est quelques-uns à pouvoir péter les plombs si ça arrive. Philippe, il faut qu'il se calme, entre guillemets, Dante, parce qu'on sait qu'il y a la finale de Coupe de France qui arrive. Il ne faudrait pas qu'on soit privé de notre capitaine pour le 7 mai. Ouais. Après, moi, je trouve que...
Bon, c'est vrai qu'on peut mettre rouge, mais moi, un carton jaune, je pense que ça aurait pu suffire. Parce que bon, il n'y a pas. Ah, il arrive quand même. Ouais, c'est un petit ciseau, mais c'est un petit ciseau en plastique. Hein, c'est pas un ciseau. Ouais, mais si le c'est pas un sécateur, le quoi. pied dans la pelouse, il lui casse le genou. Oui. Non, mais Strasbourg, c'est 2 jaunes. Ouais. Oui, C'est pas pareil. oui, Pas c'est la pas pareil. faute. Ils ont avec 2 fautes discutables. On peut pas dire que c'est. La première, il lui met le pied dans la tête. Ouais. Ouais. On peut pas dire que Dante c'est un gars qui est, il aurait pu le prendre avant Le rouge. deuxième, qui est je me souviens énervé, plus, le deuxième rouge, c'est- qui met le feu. Ouais, mais enfin, Roger pourrait nous en parler. Hein. Quand il jouait à l'époque, il y avait 18 cartons rouges à la fin du match, hein, si tout le monde jouait comme ça. Hein. Ah ouais, il y avait moins de caméras. Hein. Ouais, non, mais Là, il n'a ouais. pas eu besoin de VAR ni rien pour le rouge de Dante. Hein. Mais pour finir sur Dante, par contre, ce que je pense savoir, et pour l'avoir vu et un peu parler avec lui, je pense que par contre ce carton rouge va complètement le remobiliser. Parce que là, pour cette fois, il se sent fautif. Et Ouais. quand Dante se sent fautif, on connaît le garçon et il saura répondre présent quand il va revenir. Parce qu'il y a eu beaucoup d'événements en plus pour lui ces derniers jours, la prolongation de contrat, les cartons rouges avant, donc ça a été des moments psychologiquement aussi chargés. Hein. Pour Dante, on espère évidemment que le capitaine de l'OGC Nice répondra présent jusqu'à la fin de la saison. C'est l'heure du Zabjib, messieurs. Au menu cette semaine, les supporters niçois se ruent sur la billetterie pour la finale. Et puis il y a aussi le concours d'éloquence de nos jeunes aiglons. On regarde. Ah, on est soulagés, hein. J'ai plus mal au ventre déjà du coup. Et puis j'espère qu'ils gagneront surtout. Alors on est 4 collègues, on va partir sur Paris avec le TGV. Ça y est, c'est le grand jour, alors vous récupérez les places. Ah oui, heureuse, ravie, on a attendu, mais c'est bon, on est là. C'est l'anniversaire de mon fils. Ma fille, on est abonné depuis quelques années. Donc on y va en famille et les amis. Voilà, on est 10 au total à faire le déplacement. Tous à Paris. Considérer que l'habit fait le moine, c'est se faire manipuler. Pour moi, l'habit ne fait pas le moine. D'autres insisteront sur les écarts existant dans la formation des joueuses et des joueurs qui conduisent à des écarts dans le jeu pratiqué. Ces sponsors sont ainsi plus incités à investir dans le football masculin que dans le football féminin. Partageons nos émotions, peu importe d'où nous venons. On partage tous ici notre vie, voilà ce qui fait notre union. Unis grâce à ce rêve, on n'arrêtera pas d'y croire. Ce sport qui ravive nos flammes, fait vivre nos espoirs. Il nous unit, nous fait briller, rassemble tant de personnes, nous apprend le respect, l'humilité. Mesdames et messieurs, voici le football. Merci. Voilà donc les jeunes du centre de formation de l'OGC Nice et cette préparation au concours d'éloquence, un Zabjim que vous pouvez retrouver sur les médias de l'OGC Nice. Messieurs, on va ouvrir la page de ce Nice-Lorient et on va y aller fort. Allez, allons-y gaiement. La victoire ou la crise sur ce Nice-Lorient ? Oui. Clairement, hein, après avoir affronté des équipes du haut de tableau, là ça y est, on attaque un calendrier où il va y avoir Lorient, il y aura Monaco d'abord, mais après Troyes, Saint-Etienne, donc voilà, Bordeaux. Donc c'est là où, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est là où on avait perdu des points sur la phase aller, mais là à l'inverse, c'est vraiment les équipes où intrinsèquement la qualité est largement supérieure dans l'effectif de l'OGC Nice et c'est maintenant qu'il va falloir le prouver pour ne pas avoir de regrets à la fin de saison. Roger, toi, t'en as connu des crises à la tête de l'OGC Nice en tant que directeur sportif. C'est pas les mêmes crises, on va dire, parce que quand on est, comme on le disait tout à l'heure, 5e et en finale de coupe, mais quand même, il y a une urgence de résultats malgré tout. Non, mais on arrive à un moment de la saison où c'est pas regarder. Bon, on joue contre 3, mais 3 ils jouent pour se sauver. Lorient, il joue pour se sauver. Il y a des enjeux qui aujourd'hui vont faire que Nice était un peu moins bien. Lorient, l'entraîneur de Lorient, il leur dit les gars, il y a un coup à jouer. Et la pression, ils savent, et c'est pas des matchs faciles. Surtout quand vous devez gagner. Nice-Lorient, ça y est, c'est fait. Non.
C'est pas fait, parce que dans le foot, on le sait tous, c'est pas fait. Qu'est-ce qu'ils doivent faire là, les Aiglons, Antoine? Se remobiliser, être psychologiquement prêt, physiquement prêt pour aborder ce match face à Lorient? Déjà un peu de tout ça, mais déjà aussi se méfier de Lorient qui reste sur une victoire, je vous rappelle, 6-2 contre Saint-Etienne. Hein. Voilà, ils perdaient 2-0, ils ont gagné 6-2, donc ils sont en pleine dynamique. Avec Mofi, leur buteur, qui a 7 buts. Hein. Méfie de Mofi. Pas mal ça. Ouais. On la note. Voilà. Et puis bon, alors il faut gagner parce que Nice doit finir dans le top 5 hein, avec Ineos, les investisseurs, les actionnaires qui sont là et ils ont quand même des comptes à rendre en fin de saison, c'est le top 5 minimum pour Nice, donc il faut gagner. Il faut gagner, on va voir, on va écouter d'ailleurs Christophe Galtier en conférence de presse ce vendredi matin. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut changer dans cette équipe? Il est devant la caméra de Quentin Lazeras. Il faut changer, je pense qu'à la fois sur notre gros temps fort contre Rennes, c'était assez intéressant. On a eu une bonne première période à Lens et puis après on connaît la suite. Moi, simplement, c'est sur un aspect aussi de détermination, avoir un peu plus de calme et de détermination. On est dans évidemment une période où on est en manque de résultats. Mais même avec ça, nous sommes qu'à un point de la 4e place et les écarts sont très minimes. Il y a des confrontations directes et que même dans cette période-là, depuis quelques semaines où nos résultats sont très moyens, pour pas dire plus, nous sommes toujours là à se battre pour cette place européenne. Il faut toujours de la détermination et être plus froid, plus concentré, sans être excité à vouloir à tout prix à faire le bon geste, le geste juste, et qui peut crisper les uns et les autres. Voilà, essayer de ne pas se crisper sur cette rencontre face à Lorient. Oui, on le sent un petit peu marqué et quand même fatigué, hein, Christophe Galtier. C'est vrai que là, même en revoyant les images, il a l'air fatigué. Ouais. On l'avait senti déjà un peu comme ça juste avant la trêve internationale. La trêve lui a fait du bien, il s'était fait une coupe de cheveux, il était rafraîchi même du visage. Non mais c'est vrai que ça joue sur l'apparence, que quand on a une coupe fraîche, on a un visage plus clair. Et on sait de quoi on parle, hein, nous, oui. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que là, on l'a ressenti un peu tracassé, fatigué, et on en parlera tout à l'heure, mais pour en avoir aussi discuté avec Julien Fournier, il est en plein dans la période horrible pour un entraîneur. Quand ça ne marche pas et que la réflexion ne nous aide pas à avancer, on y pense sans cesse, même quand on rentre chez soi. C'est vraiment le côté ingrat du job de l'entraîneur et la responsabilité, elle est immense. On a les mêmes soucis quand on est directeur sportif, Roger? Ils sont différents, mais c'est aussi c'est pas mal, c'est dans une machine à laver. Vous rentrez le matin à 8h et vous sortez le soir à 8h. Surtout dans les périodes de transfert, principalement, peut-être? Mais quand c'est fini le dernier match de la saison et que l'entraîneur et les joueurs ils partent en vacances, à partir du lendemain matin à 8h, vous avez les agents, vous avez toute la saison d'après qui recommence. C'est pas mal aussi. Surtout qu'à l'époque, tu n'avais pas les moyens non plus pour recruter les joueurs que peut recruter le GC Nice aujourd'hui. Ah ben oui. Il fallait faire avec les moyens du bord. Tant mieux que ce projet, c'est ça aussi. On en parlera. On a parlé beaucoup de Lens Nice, mais en fait, si on a une vision globale de ce que fait le club depuis quelques années, chapeau. Ouais, ça avance. Oui, la compo probable de ce Nice-Lorient, en sachant déjà que Youssef Attal est out jusqu'à la fin de la saison. Ouais. On va en dire un petit mot quand même, Youssef Attal, qui va au contact sur son épaule blessée. Là, le QI football, là, ça va pas, là. Mais non, mais ça incarne en fait ce qu'est Youssef Attal. Il fait rien à moitié. Voilà, c'est un joueur qui donne tout, toujours à fond, à l'entraînement pareil. Et ce qui lui avait coûté au niveau musculaire pas mal de blessures, c'est cet engagement permanent. Il ne sait pas s'économiser, donc il avait fallu un peu travailler avec lui sur ses aptitudes plutôt de sprinter que de joueur foncier. Donc voilà, et là malheureusement il est épargné par les pépins musculaires, mais c'est plutôt physique. Il va au contact sur cette épaule. C'était la 3e fois. Alors les 2 premières fois, le club avait fait le choix en accord avec lui de ne pas opérer, de laisser l'os se calcifier, mais bon là, quand c'est la 3e fois que ça se présente, plaque, vis,
et au moins il sera débarrassé de ce problème pendant un bout de temps. Et on ne le reverra pas donc sous les couleurs du gym cette saison. Forfait évidemment également pour la finale de la Coupe de France. Alors autre forfait entre guillemets, puisque suspendu plutôt, bien Dante et Mario Lemina. Elle est intéressante cette compo probable, Will. Ben, encore plus depuis que ce matin, Christophe Galtier nous a dit qu'il y avait des incertitudes sur Danilo et Dani Luc. Donc là, ça commence à poser problème pour la composition de la défense. Danilo a des douleurs à l'adducteur. Dani Luc a pris un choc à l'entraînement et ne s'est pas entraîné ce matin. Donc, on pense que Pablo Rosario devrait retrouver l'axe de la défense, du coup, avec Todibo. Ça sera donc Lotomba qui va récupérer la place d'arrière droit, la place d'Attal. Barre qui a été bon à Lens, j'ai trouvé, et qui est plutôt dans une bonne dynamique, restera dans le couloir gauche. Et donc au milieu, sans Rosario, je pense c'est possible que Boudaoui retrouve une place vraiment au cœur du jeu. Ça fait un petit moment qu'il avait joué sur le côté, mais dans cette période-là, son volume de jeu, justement dans ce déséquilibre que peut avoir ce 11, il peut apporter l'équilibre, lui, par son volume de course. C'est un garçon qui fait 12-13 km par match. Mieux que Schneiderlin, tu penses? Schneiderlin revient de blessure. Donc il en a parlé lui-même, lui aussi, ce matin en conf. Il y a un protocole à respecter quand on revient de blessure. Il y a n'oublions pas que c'est une semaine à 3 matchs. Donc ne pas débuter celui-là pourrait lui faire permettre et gratter quelques minutes pour lui permettre de débuter peut-être à Monaco. Donc ce serait plutôt Boudaoui avec Thuram qui récupérait aussi une place au milieu de terrain, et les ailes Kluivert, Gouiri et Delors, Dolberg devant. Il va mieux, Kasper Dolberg? Apparemment il va mieux. Alors c'était une grippe pour le week-end dernier. C'était pas un 5e Covid ou 4e Covid? Non, il avait été testé, c'était pas le Covid, mais voilà, le matin du départ. cassé un ongle. Non, mais c'est un peu le problème avec Kasper, quoi. On aimerait tellement le voir en pleine bourre. Et on y croit, hein. J'ai continué à y croire. Mais elle est pas mal, hein, cette équipe. Elle te plaît? Ouais. Elle est pas mal. Mais moi, elle est technique? Ouais. Elle est pas mal. Elle est technique. Moi, j'aurais mis Schneiderlin dans l'axe et Boudaoui à droite. Et j'aurais enlevé un offensif. Mais vous n'êtes pas entraîneur, Antoine. Je suis pas entraîneur, mais voilà. Après... Pas encore, peut-être. Non. Tu passes les diplômes, non plus. Tu aurais mis Schneiderlin et J'aurais mis Schneiderlin dans l'axe au milieu et Boudaoui à droite, et j'aurais enlevé un offensif. Pour mettre Thuram. Oui, Thuram, je le laisse au milieu. Thuram au milieu de terrain, box-to-box, parce que c'est là qu'on aime bien. Voilà. Roger, cette équipe de l'OGC Nice, densifier le milieu de terrain, pour toi, ça serait utile sur cette rencontre? Oui, à la base, l'équipe, ce qui est bien, c'est que si vous avez 5 blessés, que vous arrivez encore à mettre des joueurs comme ça. Moi, j'ai un petit bémol, je dirais. Ce qui me gêne, c'est qu'on n'entend jamais parler d'un jeune qui pourrait venir dépanner sur un match ou sur deux, du centre de formation. Il y en a pas qui montent, jamais il y a un joueur qui va venir taper à la porte des pros. Ça me gêne un peu, ça. Qu'on ne puisse pas découvrir un gamin qui arrive du centre de formation. Il y a Evan Guessant. Oui, mais là, je parle derrière, on parle de la défense. Ouais, il était déjà dans le groupe, mais c'est vrai que il y a un gros travail encore à faire au niveau du centre de formation. On le voit même en réserve, Didier Digard n'a pas un groupe de grande qualité. Mais bon, avec Christophe Galtier, c'est aussi autre chose. C'est pas un projet sur les jeunes. Christophe Galtier, oui, mais c'est un très bon jeune, il va être content. Il le fera Christophe jouer, Galtier. comme il fait avec Evan Guessant, mais il se penche pas trop sur ce qui se passe dans la formation, Christophe. Parce qu'il pense sûrement qu'il n'y a pas un joueur qui a le niveau pour disputer un match de Ligue 1. Ça, enfin bon, c'est un petit bémol. Ouais. Mais en réserve, je sais que Digard, lui, il axe ses entraînements sur l'identité niçoise. Hein. Il est vraiment... voilà, il dit tous les derbys, par exemple, qui jouent en National 3, que ce soit contre Cannes notamment, il faut les gagner. Et il dit, voilà, c'est Nice, les derbys, il faut les gagner. Il axe là-dessus, hein, surtout. Donc les jeunes, ils ont l'identité, quoi. Roger, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il t'inspire quoi un peu ce projet niçois, ce projet Ineos, depuis 3-4 ans maintenant? La partie visible déjà, c'est le stade, c'est le centre d'entraînement. Quand vous avez ça et que vous avez connu Charles Herman sans les douches chaudes. Avec des rats, ils sont même pas dans le Vidal, tellement ils étaient gros. Je sais pas, je pense que Nice ne peut pas aujourd'hui encore atteindre son apogée, même si vous avez les choses qui se mettent en place, elles se mettent en place petit à petit. Si cette année on finit 5e, je le répète, et qu'on gagne la Coupe de France,
c'est chaque année, il va y avoir la difficulté, parce qu'il n'y aura pas toujours Lyon qui dort, il n'y aura pas toujours Monaco qui va se faire, ou Lille qui va se faire accrocher. Il y a des réalités qui arrivent, des clubs qui travaillent bien, comme Strasbourg, comme Rennes. Donc être dans les 5 premiers en France, déjà, soyons contents, même pour 2-3 ans. Après, Christophe Galtier n'est pas arrivé là pour finir 5e. Hein. Non, lui, il vise la Ligue des Champions, évidemment. D'accord. Après, Roger parle de Lyon. On a fait un débat l'autre jour sur le mercato avec Lyon. On voit ce que ça donne, quoi. Pourtant, ils prennent 3-0 contre West Ham à domicile aussi. Voilà, donc ils sont éliminés de la Coupe d'Europe, ils sont 10e du championnat, ils ont fait un mercato, tout le monde a applaudi, à l'arrivée, ils sont au chou. Hein. Comme aligner 4 attaquants, ça ne suffit pas pour marquer. Aligner des millions sur le marché des transferts, ça ne suffit pas non plus. Faut recruter malin. Et puis je trouve que l'OGC Nice est dans les clous sur ce plan-là depuis quelques années. Alors je sais que les supporters attendent toujours encore une star, comme on a eu Mario Balotelli qui était une opportunité. Alors ils aimeraient avoir des joueurs à 20, 30 millions, mais c'est pas encore le projet de l'OGC Nice tant qu'il n'y a pas de Ligue des Champions. Mais justement, Roger, il manque pas une tête de gondole aujourd'hui dans cette équipe de l'OGC Nice, dans ce projet? Après, pour moi, c'était Dolberg. S'il n'arrive pas à s'exprimer à 100%, quand il a fait le championnat d'Europe, on a vu que c'était un grand joueur. Il n'y a pas de doute. Mais Nice a mis, je crois, 20 millions. 20 millions. Donc c'est lui, quoi. Mais malheureusement... Mais il n'y arrive pas. C'est ça. Je pensais qu'il y a Hatem Ben Arfa qui est disponible là. Éventuellement, le retour d'Hatem on peut le reprendre. Un grand rêve du président Rivert, ça d'ailleurs. Peut-être, mais en tout cas pas celui de Christophe Galtier. Non, parce que pas, dans l'hypothèse, ça aurait pu être faisable avant qu'il signe à Lille. Christophe Galtier avait toujours refusé. Ce club, il a radicalement changé, Roger, malgré tout, depuis ton départ. Mais est-ce qu'il a su garder son identité pour toi ? Je pense que oui, les choses qui se font... L'identité, c'est quoi ? C'est les anciens. Il y en a, ils ne se plaignent pas, ils sont cajolés. Le coup d'envoi où un ancien joueur est toujours reçu. L'identité, c'est des supporters. Je crois qu'ils font mieux que se défendre dans le monde du football français. Moi, je pense qu'ils gardent leur identité. Après, je pense qu'ils ont en plus un entraîneur qui n'est pas niçois, mais qui sait donner à l'endroit où il se trouve, comme l'était d'ailleurs Frédéric Antonetti. Il a compris. On y a parlé, et aujourd'hui, ce club, il est au-dessus. Et d'ailleurs, tant que le club restera au-dessus d'un joueur, d'un entraîneur, ça sera bien. Est-ce qu'il ne manque pas un peu de relais, peut-être aussi dans la ville, ce club de l'OGC Nice ? On parlait souvent de l'affluence au stade. Et je me souviens, quand tu étais directeur sportif, tu me disais, voilà, Nice, c'est 200-300 personnes maximum qui font la ville de Nice. Est-ce que dans ces 200-300 personnes, il y a les relais pour faire parler du club, pour que le club rayonne un petit peu plus ? Je crois que oui, parce qu'ils ont su conserver des anciens. Ils ne sont pas à tête d'affiche, mais aujourd'hui, vous avez une direction qui est solide, on ne peut pas le nier. Et maintenant, le projet, comme je le dis, et même si un jour ils sont dans les 3 premiers, il peut y avoir une année où l'année dernière, Ferrari, ils étaient 8e et cette année, ils gagnent, et puis c'est Verstappen qui pleure. Il y a la réglementation qui a changé voilà. Mais non, ils sont dans les clous, franchement, on exagère un peu, je trouve. On passe à l'indiscret de la semaine, Will. Un dossier autour de Julien Fournier apparaître dans Nice Matin, c'est bien cela ? Un dossier, plus exactement une interview. Une entrevue, il nous a reçu 1 heure au centre d'entraînement en milieu de semaine pour un peu débriefer l'actualité, revenir également sur le mercato. Il a notamment évoqué... il n'a pas aimé notre débat sur le mercato d'hiver. C'est pas qu'il a pas aimé, mais il a suivi, puisqu'il a cité l'exemple qui avait été cité la semaine dernière par Éric Roy, qui était Romain Fèvre. Ouais. Alors, il en parle, il dit, oui, Romain Fèvre, nous, on a Calvin Stengs à l'OGC Nice, et est-ce que faire venir Romain Fèvre, alors qu'on avait pris Calvin Stengs, ça aurait été intelligent pour la progression de Stengs, pour l'équilibre de l'effectif ? Il pense pas. Et est-ce que Fèvre était
été la réelle plus-value pour l'effectif, il ne pense pas non plus. Donc voilà, on a évoqué ça, on a évoqué sa relation avec Christophe Galtier. Ils sont proches, mais comme il me l'a dit, ils ne sont pas toujours d'accord, loin de là. Mais lui n'est pas entraîneur, chacun son rôle. Là-dessus aussi, il a rappelé l'importance de ce match contre Lorient, et tout en évoquant que l'OGC Nice était toujours dans la course, comme on le dit nous aussi. Roger, la relation entre le directeur sportif et l'entraîneur, c'est important. Tu étais ami avec Frédéric Antonetti, un peu moins avec Gernot. C'est très important malgré tout. C'est la clé, parce que quand c'est le directeur sportif qui peut aller chercher l'entraîneur, choisir l'entraîneur, c'est la clé. Parce qu'il va être solidaire le plus longtemps possible. Il va discuter. L'entraîneur, il sait que c'est grâce à lui aussi qu'il est là. Et que nous, on avait vu Guy Lacombe, on avait vu tout ça. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit à Maurice, il faut que ce soit Fred. Donc, à partir de là, c'est plus simple. Ouais. Il faut une bonne relation. Un passé récent nous le rappelle. Quand Patrick Vieira, c'était plus l'entente cordiale entre surtout Jean-Pierre River et lui, mais entre Julien Fournier aussi et lui, il y avait de l'eau dans le gaz. On a vu comment l'OGC Nice a erré pendant cette période-là. Allez, il est temps de jouer, messieurs, pour remporter cette semaine. 2 places pour la rencontre entre Nice et Troyes. Ça sera dimanche prochain. Et vous avez l'habitude maintenant, il faut pronostiquer le bon score de Nice-Lorient avec, bien sûr, le nom des buteurs. À gagner donc 2 places pour Nice-Troyes la semaine prochaine avec le petit hashtag Gin Tonic sur nos réseaux. On se projette un petit peu sur le derby quand même, malgré tout, messieurs, parce que c'est mercredi prochain, ce Monaco-Nice. On ne le pensait pas il y a quelques semaines qu'il serait si important que ça, ce derby, Philippe. Et puis au final, il y aura de l'enjeu dans ce derby-là. Ouais, ça va être un gros match, un gros rendez-vous. Je pense qu'il y aura le public niçois qui sera, comme chaque fois, au rendez-vous monégasque. Et oui, ça risque d'être... pas qui tout double, mais pas loin pour l'une des 2 équipes. Alors, on enregistre bien évidemment cette émission avant le match et le score de ce Rennes-Monaco, mais malgré tout, ils seront toujours dans le coup, les Monégasques, jusqu'à la fin de la saison, Antoine ? Là, déjà, ils sont à 1 point de Nice. Donc, voilà, 1 point de la 5e place. Et puis les Monégasques, là, ils restent sur 3 victoires consécutives. Ils sont sur une nouvelle dynamique. Et comme l'écrivait notre ami Christophe Roux dans le journal ce matin, ils ont resserré les liens du groupe. Et ils font notamment du paintball, du basket. Le team building, team building. Du ping-pong. Ils ont fait même un barbecue ensemble. Des grillades. Philippe, nous, on allait à Saint-Martin-Vésubie, Roger, à l'époque. Voilà. Donc, c'est les arguments qui ont été un petit peu avancés par Philippe Clement ce matin pour dire que Monaco resserre les liens et sur une très bonne dynamique. Et c'est vrai. Et puis là, s'ils gagnent, ils peuvent être devant Nice. En fonction des résultats, encore une fois, de ce week-end de championnat. Mais là, on ne peut pas le savoir. Tu as joué dans les 2 clubs. Roger, évidemment, ce derby, tu le suis toujours avec attention. Ah bien sûr, et puis c'est quand même le riche contre le pauvre, on aime bien. Ouais, c'est toujours le cas, c'est toujours le cas ça aujourd'hui, parce qu'avec Ineos derrière et Ribolovlev, il y a fight quand même. Oui, mais les supporters, c'est pas les mêmes, même si Monaco se développe bien, je trouve, même si j'ai été un peu surpris de ce changement d'entraîneur en cours de route, finalement, il s'avère que peut-être c'est positif. Ouais, je crois que... Moi, je pense, comme disait Christophe Galtier tout à l'heure, il va falloir dédramatiser un petit peu, parce que là, on sent une crispation pour le match de Troyes ou de Monaco. C'est tout pareil, là, maintenant. Chaque match, c'est les 3 points qui sont en jeu. Mais comme il dit, il faut arrêter de s'exciter, il faut se concentrer sur ce que les joueurs ont à faire et tout ça, tranquille. Il y aura du monde au Louis II, encore. Je veux pas être complotiste, mais ça commence à faire quelques années qu'ils nous mettent le derby Monaco-Nice en semaine, à un horaire où les gens n'ont pas fini le boulot. Donc j'ai l'impression que Monaco a passé le message comme quoi les matchs en semaine à 19h, c'est bien, comme ça il y a le moins de Niçois possible. Donc mon regret, ça sera ça, parce que je pense qu'il n'y aura pas autant de Niçois que quand le derby se dispute un week-end, mais il y en aura. Oui, c'est dommage pour la billetterie du Stade Louis II, mais ils n'en ont pas besoin non plus c'est les vacances. D'argent. Alors il y aura peut-être des gens de l'extérieur. Vacances pour les enfants, Philippe. T'es en vacances, toi ? Des touristes. Non, voilà. Mais il est tout le temps en vacances, Philippe, quand il y a une émission sur 2 maintenant. Philippe, justement, on en vient vers toi. On va parler de ce derby entre Nice et Monaco, et on va aussi parler de Coupe de France. C'est le souviens-toi de cette semaine avec un fameux derby. En 1902. Tu étais déjà né ? Non, quand même pas. Je vais parler du derby de 78
Donc je ne sais pas si on a des On va voir les images. Ouais. Alors, juste pour remettre les choses dans leur contexte, en 78, Monaco, le 2 mai, Monaco est champion de France. Monaco qui venait de monter de D2. Tu jouais dans cette équipe, hein, Roger, hein. Ouais. Voilà. De Monaco. J'ai démarré cette année-là. Avec une grosse équipe. Monaco est champion le 2 mai, lors du dernier match contre Bastia. Et là où il y a eu un peu plus de rivalité, c'est que Nice, le dernier match, jouait à Nantes et avait perdu 6-1. Nantes était en concurrence avec l'ASM pour être champion. C'était ou Monaco ou Nantes. Donc les Monégasques avaient reproché aux Niçois d'avoir lâché le match à Nantes. Il y avait une petite tension entre les deux équipes. Donc le 2 mai, Monaco est champion. Le 5 mai, Monaco vient à Nice. Match aller. Les Monégasques, pleut, comme on voit sur ces images. Il pleut, ouais. Les Monégasques étaient favoris de ce match, et les Niçois avaient dégringolé à la 8e place du championnat, étaient en train de mal finir leur saison. Les Niçois étaient favoris. Bon, là on voit Baratelli, bien sûr, Quelle belle sortie. Qui mérite un rouge. Une fois de plus avait sauvé le gym. Et donc Nice avait gagné grâce à un but de Guillou. Jean-Marc Guillou, un phénomène. Donc Nice avait gagné 1-0. Et il y a eu match retour. 3 jours après, le 8 mai, match retour. Monaco-Nice au Louis II, où il y avait un monde fou. Nogues ouvre la marque, 1-0. Donc les deux équipes sont à égalité. Mais en deuxième mi-temps, Djekovic, bien lancé par Jean-Noël Luc, parti à la limite de hors-jeu. On les voit, ces images du match retour. Hein. Donc là, on va voir le but de Raoul Nogues, le 1-0. Donc Monaco était revenu au score. L'ancien stade Louis II. Le vieux Louis II avec l'éléphant. Et... On entendait l'éléphant barrir. Et du grand Ettori. Et là, on voit Biekovic qui égalise. Donc, Bieko, parti à la limite du hors-jeu, on va demander à Roger, parce que tous les Monégasques, 48 ans après, ils disent qu'il y avait hors-jeu. Les Niçois disent que non. Et Bieko a toujours dit qu'il était parti à la limite. Alors, la limite suivant qu'on soit niçois ou monégasque, c'est pas la même. Mais Roland m'a dit, parce que c'est Roland qui est avec lui. Parce que toi, tu jouais dans cette équipe de l'AS Monaco, on précise bien. Ouais. Roland Courbis. Roland Courbis m'avait dit il était hors jeu. Il était hors jeu. Qui était l'arbitre ? Non, mais c'est un pas. Aujourd'hui, il se trompe avec la VAR encore, avec tous les moyens qu'il y a. Alors imaginez, avec un drapeau. Et ça avait permis à Nice de se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Pour la finale de la Coupe, c'est pour ça qu'on a parlé de ça. Et après, par contre, on ne parlera pas de la finale de la Coupe. Non. Contre Nancy, quelques jours après. Mais donc, n'en parlons pas. Mais des Monaco-Nice, bon. Ouais, il y en a eu. Hein. Évidemment, on aurait pu en faire des souviens-toi autour de ce Monaco-Nice. Et on en fera évidemment. Du 4-3. On l'espère. Comme un ouragan. Comme un ouragan avait titré l'équipe. Non, Nice Matin. Autant pour moi, mon cher. Nice Matin avait titré comme un ouragan. Comme un ouragan, effectivement, sur ce 4-3 et ce triplé d'Egali. Tu t'en souviens, évidemment, bien sûr. Roger. Moi, je me souviens surtout quand on est à Monaco-Nice, la demi-finale de la Coupe de la Ligue, que je vois, on est au bout du rouleau, Fanny n'en peut plus, Vieri tape la barre et tout ça. Il y a ce centre de Roudet, je vois cette tête du petit Ederson qui va au fond. C'est beau. Un de tes jolis coups, d'ailleurs. C'est beau, ça. Ederson, en tant que directeur sportif. Et là encore, on ne parlera pas de la finale. De l'OGC Nice. Toujours contre Nancy. Heureusement, là, on joue contre Nantes. 2006. Ça commence pareil. Ça commence pareil. 2006. Ouais, 2006. Messieurs, merci beaucoup. C'est la fin de ce gym de rien. Roger Ricor, merci de nous avoir accompagnés. Merci Roger. Tu as passé un moment avec nous. J'espère que tu reviendras. Ben, j'espère, moi aussi. On reviendra régulièrement, Roger qui est notre consultant pour le grand rendez-vous européen. Merci à Philippe Bertini, Franck Fernandez, Sophie Doncé et Chloé Voirgard à la réalisation de cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Gym Tonic. À la semaine prochaine, bye bye.